Bienvenue sur une croisière au bord de la Loire, entre Orléans et Nantes, Orléans qui est situé ici et Nantes qui est situé ici. Le jeu va nous faire voyager autour de la Loire pour récolter et prendre des denrées et les vendre et recruter des personnages, enfin gagner des points de victoire au fur et à mesure, plutôt. C'est un jeu qui est pas trop compliqué, mais qui est assez long. La règle va être assez longue et le jeu en lui-même est assez long. Il a des bonnes critiques sur Trick Track au niveau de la qualité du jeu. Mais un des défauts de ce jeu, c'est qu'il est long et qu'il y a énormément de matériel, énormément de choses à regarder sur le plateau. Donc vous allez voir que le plateau est assez peu ergonomique. Mais une fois qu'on y est, ça va. Justement, on va faire une présentation de tout le matériel qu'il y a. Donc voilà, c'est parti pour le matériel. Alors le plateau déjà s'installe, hein. Il y a un puzzle de 4 pièces, donc niveau 2 ans, tout le monde peut y arriver. Ensuite, sur le plateau, nous avons donc Nantes et Orléans, qui sont rejoints par 2 routes, une route au sud, une route au nord. Ces routes traversent des petits villages, sur lesquels il va falloir s'arrêter, pour récolter les denrées que vendent les villages. Il y a 4 denrées différentes, le vin, la paille, enfin le blé, le bois et le fromage, qui sont ici qui sont signalés par les 4 cartes qui sont ici. Les 4 cartes ressources. Chaque denrée a son propre type de paysage. Nous avons les vignes, les champs. Alors parfois c'est un peu confus, on a 2 vers à la suite. C'est pas très grave puisque nous avons les petites écussons qui nous indiquent quelle denrée il y a. Il y a sur chaque ville un blason. Les blasons sont à installer en début du jeu. Ils sont amovibles, hein, on le voit bien. On les place de manière totalement aléatoire. La seule règle de placement des blasons, c'est qu'il ne peut pas y avoir 2 blasons de la même couleur. 2 blasons de la même couleur, à côté l'un de l'autre. Voilà. On a aussi, donc tant qu'à faire, on peut installer le marché qui aussi s'installe de manière totalement aléatoire. On installe sur le marché 7 écussons différents, sachant qu'il y a 2 faces. Il y a une face avec un cirque et une face sans cirque. On les place tous avec une place sans cirque pour l'instant. Alors moi j'en ai placé une parce que vous allez voir après dans la description. Voilà. Chaque joueur, quels sont les pions des joueurs? Nous avons donc des pions ici, nous avons des pions ici et ici et un peu plus à droite. Alors déjà ici nous avons des fermes, nous en avons 4 fermes, hein, c'est des petites fermes, et un monastère qui a une forme d'église. Nous avons ici un joueur qui s'appelle le marchand. Le joueur du marchand qui commence à Nantes au-dessus de 2 pions blancs. Je vais dire tout de suite ce que c'est. Et ici, nous avons un joueur messager. Alors, le messager, c'est juste un gros cube. À ne pas confondre avec les petits cubes. Les petits cubes qui se placent sur 2 cartes rouges qui s'appellent l'apprenti et l'aide. Donc, vous voyez les 4 cubes de 4 joueurs. Nous avons ici aussi les 4 bateaux qui se place au niveau du point rouge, qui est le point de commencement, puisque les bateaux vont vont suivre la Loire petit à petit sur les points blancs. Donc vous voyez, il y a 20 points blancs pour aller à ici. Alors ça dépend du nombre de joueurs. La fin dépend du nombre de joueurs. Ici nous avons 2 pierres qui correspondent à 2 joueurs, donc c'est un autre point blanc. Ici 3 joueurs, c'est un point blanc. Hein. Quand on joue à 2 joueurs, c'est un point blanc, et 4 joueurs. Voilà pour le plateau. Aussi, comme autre jeton, nous avons les jetons blancs qui sont des chevaux. Alors là, c'est un cheval, des chevaux. Je risque de faire plusieurs fois l'erreur de cheval au lieu de 2 chevaux, mais tenez pas rigueur, c'est parce que je parle assez vite. Je suis plus concentré de ce que je raconte plutôt que de la manière dont je le raconte. Le jeu commence avec chaque pion est au-dessus de 2 chevaux. Voilà. Donc les messagers sont à Orléans, les marchands sont à Nantes. Les chevaux en début de partie, ils sont pas placés de manière aléatoire. En fait, c'est toutes les 2 villes. Donc là, nous avons Nantes avec nous et toutes les 2 villes, nous avons un cheval qui nous attend. Alors, attention, ça c'est vrai pour 3 joueurs et 4 joueurs. À 2 joueurs, c'est un peu différent. Il faut regarder sur la règle.
Voilà pour l'emplacement. Nous avons encore des jetons ici qui traînent. Ce sont des jetons qui nous permettent de créer des châteaux, puisque nous sommes au bord de la Loire, et au bord de la Loire, il y a des châteaux. Eh oui. Les châteaux, en fait, ils n'ont pas de couleur. Il y en a 4 disponibles. C'est 4 tours qui sont disponibles. Ils se mettront plus tard, quand un joueur les achètera, à côté d'une ferme. Si on crée une ferme avec un château, avec une tour, ça fait un château. Voilà. Mais il y en a 4 pour tout le monde. Donc il va falloir, ça va être un petit sprint entre les joueurs pour savoir qui va construire les châteaux. Donc voilà pour la présentation des petits jetons et du plateau. Nous avons aussi ici des cartes. Alors nous avons plusieurs cartes différentes. Il va falloir les décrire. Alors je vais pas tout décrire dans la règle parce que sinon ça va durer 3 heures. Mais je vais décrire le type de bâtiment que c'est et ce que ça représente. Alors, les bâtiments, de manière générale, nous avons, pas les bâtiments, les cartes. Les cartes, nous avons des cartes bâtiments. Voilà. Les cartes bâtiments sont de 2 types différents. Il y a les cartes Nantes et les cartes Orléans. Les cartes Nantes s'achètent à Nantes. Donc, vous voyez, c'est des bâtiments qui se construisent à Nantes. Donc là, on va se faire bientôt. Voilà. Et nous avons aussi la même chose pour les cartes Orléans. Donc, nous, comment on fait pour les placer? On les place, les cartes Nantes de ce côté-là, et les cartes Orléans de ce côté-là. Comme ça, on voit bien le distinguo entre les deux. Alors, il y a 4 bâtiments différents à Nantes. Ces bâtiments différents, 4 bâtiments et 2 cartes différentes par 2 cartes identiques par bâtiment. Donc, il vaut mieux les placer l'une sur l'autre. Voilà. Donc, c'est 2 cartes vraiment identiques. Alors, une carte bâtiment et toutes les cartes, c'est la même chose pour les cartes personnages. Ici, en rouge, c'est les points de victoire. Et ici en jaune, c'est le coût de la carte. Bon, ça c'est classique. Et en bas, l'effet de la carte. Voilà. Sachant que les cartes nantaises et les cartes Orléans, c'est exactement les mêmes cartes, sauf qu'il y en a une qui est pour Nantes et l'autre pour Orléans. Donc ça, voilà pour les cartes bâtiments. Nous avons des cartes aides qui résument un peu ce qu'on peut faire dans chaque endroit du jeu. Donc sur une ferme, sur un monastère, sur un château, etc. Donc il y a 15 sets de cartes pour tous les joueurs. Ça résume un peu. On l'utilise assez peu parce que finalement, très rapidement, on comprend ce qu'on peut faire dans chaque ville. Nous avons aussi des cartes personnages. Alors, vous voyez, il y en a beaucoup là, mais en fait, il y a 5 types de cartes, mais il va falloir toutes les étaler. Alors, comme pour les bâtiments, il y a 2 cartes de chaque pour celle-là, 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 celle-là. Il y en a 2 de chaque. Ici, il n'y en a qu'une de chaque pour les bleus. Et pour les spéciales, il y en a 4. Enfin, il y en a en fonction. En fait, le nombre de cartes est différent selon le nombre de joueurs. Quand on joue à 3, il y a 3 cartes. Quand on joue à 4, il y a 4 cartes. Alors, voilà les cartes de différentes couleurs. Je les décrirai plus tard, les cartes. Bon, il n'y a pas grand-chose à décrire et j'en ferai pas une énorme beaucoup de minutes là-dessus. Nous avons les cartes messages qui sont hyper importantes puisque c'est ce qui fait gagner beaucoup de points. Les cartes messages de plus de 4 niveaux différents. 1, 2, 3, 4. Qu'on distingue au début dans l'installation du jeu. Et enfin, ces cartes-là, je les ai mis totalement à droite, mais elles vont être très utiles, donc mettez-les proche du jeu normalement. Ce sont les cartes argent, c'est l'argent qu'on gagne, donc 1, 5 et 10. Bon, voilà. Ça, c'est hyper important, on fait que d'utiliser de l'argent. Et enfin, pareil que l'argent, des cartes qu'on utilise, les ressources. Donc nous avons des ressources, les 4 ressources de base, plus de la bière, puisque nous allons créer des monastères, donc il y aura de la bière dans le jeu. Chaque carte ressource a une valeur. Alors là, c'est toujours la même chose pour le bois, et pour les autres aussi. Elles sont toutes identiques. Là, c'est placé du plus faible au plus fort. Donc voilà. Voilà l'installation du jeu. Et enfin, j'ai oublié d'en parler, le cirque. Le cirque qui est représenté par le petit chapiteau rose, il se place au début à UC. Et donc la carte que vous allez mettre, l'écusson, le blason que vous allez mettre sur UC, puisque c'est un écusson orange, du coup l'écusson orange sur votre marché se met sur la face cirque. Voilà. Alors, avant de commencer vraiment la règle du jeu, vous voyez là j'ai déjà passé 10 minutes, je vais prendre vraiment mon temps pour bien expliquer la règle du jeu, parce que la Loire est un jeu long, donc la règle peut être longue, ça me dérange pas trop, et pour qu'elle soit bien précise. Déjà 10 minutes de présentation de tout ce qu'il y a dans le jeu, bon c'est déjà pas mal, parce que ça prend une page entière dans la règle. Il y a 2 règles différentes qu'on peut utiliser.
il y a une règle en fait qui est plus simple puisqu'on n'utilise ni le cirque, ni les cartes personnages, et ni les cartes bâtiments. Alors on peut mixer, on peut utiliser, nous, la première partie, on avait utilisé que les cartes bâtiments. Le problème, c'est que cette partie est vraiment moins intéressante. Cette variante est beaucoup moins intéressante qu'avec les personnages. Donc on peut vite être frustré. Donc nous, on avait regretté de ne pas avoir mis les personnages, parce que ça rajoute une part intéressante au jeu, et c'est pas forcément très difficile. Ça rajoute pas une énorme complication en plus. Mais bon, il y a cette option qui est signalée, ça change un petit peu les conditions de victoire de la fin. Donc lisez bien les règles, c'est tout à la fin de la règle. Donc voilà. Alors, chaque joueur récupère en début de partie un message de niveau 1 et 7 deniers. Et donc, on va commencer à jouer, on va pouvoir expliquer les jeux. Donc, tout le monde joue les uns après les autres. Hein. C'est le joueur actif qui joue, qui fait ses actions, et ensuite c'est les autres joueurs qui jouent. Il y a assez peu d'interactions. Vous allez voir dans le jeu, chacun joue globalement pour soi. Même si on peut donner un peu de points de victoire, ou aller un peu plus vite. Il y a une petite histoire de rythme avec le marché. Voilà, plus ou moins, plus on va aller vite, plus on va devancer quelqu'un, plus on va être meilleur. Il faut quand même regarder le jeu des autres, mais il n'y a pas beaucoup, on peut pas vraiment se poutrer la tronche. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de brigands, il n'y a pas ce genre de choses. Alors, à son tour de jeu, un joueur va bouger ses deux personnages, le marchand et le messager. Il va le bouger et il va faire l'action de la ville sur laquelle il va arriver. Alors, comment on bouge ? Déjà, première chose très importante, le mouvement. Le mouvement dépend de là où est le personnage, bien évidemment, de là où il va, et du nombre de chevaux, bref, le nombre de canassons qu'il a sous lui. Donc, très simple, hein. Un bonhomme tout seul bouge de 1, un bonhomme avec un cheval bouge de 2, 1 plus 1, un bonhomme avec 2 chevaux bouge de 3. C'est tout con, hein. Donc lui, par exemple, s'il a 2 chevaux, 1, 2, 3. Voilà. Il suit sa voie. Alors, une fois qu'on est parti sur une voie, on est obligé d'aller au bout. C'est-à-dire que si je suis parti sur cette voie-là, je suis obligé d'aller jusqu'à Orléans. On ne peut pas faire demi-tour, on ne peut pas passer de l'autre côté. On commence sur la voie et on est là. Donc je bouge mon marchand, mais j'aurais pu bouger en premier le messager, pas de problème, et j'arrive dans une ville. Et dans la ville, je vais pouvoir faire des choses, notamment acheter des ressources. Donc voilà comment ça joue. Donc là, moi je joue lui, j'applique mon rôle, et après je joue le messager, et là je pars où je veux. D'accord ? Je pars soit sur celle du sud, soit celle du nord. Et si je veux, je peux laisser un cheval. Hein. Je peux laisser le cheval et avancer que de 2 pour arriver ici. Je vais expliquer un peu les rôles, mais d'abord je vais expliquer un peu comment ça marche pour repartir. Quand on repart de l'endroit où on est. Donc là, tout le monde a joué, et c'est à mon tour à nouveau de jouer. Je repars d'ici, je peux rebouger par exemple de 3 cases, avec 2 chevaux. 2 chevaux, pas chameaux. Désolé. Lui, regardez, il a un cheval, il peut récupérer s'il a envie. Le cheval qui était à l'écurie, il peut le récupérer pour avancer là de 3. Voilà. Ou sinon, il peut le laisser aussi un cheval et avancer que de 1, ou garder son cheval et avancer de 2. Donc voilà, on peut récupérer les chevaux qui sont laissés aux écuries. Mais on peut aussi en laisser. Donc c'est pour ça qu'on va varier entre bouger de 1 case, bouger de 2 cases, bouger de 3 cases. Il y a aussi, faut faire attention, regardez. Ah bah je me suis planté. Alors lui il est plutôt ici et lui il est plus là. Voilà. Car regardez, en tout petit. Alors ça c'est aussi une critique sur Trick Track, mais c'est normal puisque le plateau est petit. En petit en fait il y a les flèches. Alors les gens qui vont de Orléans à Nantes, ils vont de ce côté-là de la route. Ils se placent sur le côté gauche de la route. Et ceux qui vont de Nantes jusqu'à Orléans, ils se placent aussi du côté gauche, un peu comme sur la route. Donc voilà. Donc voilà, ça permet de voir tout le monde qui joue et de pas oublier par où on allait. Parce qu'au début, on y pense. Au bout d'un moment, on va un peu se perdre. Vu qu'on a 2 personnages, on se perd un peu en fait. Parce qu'on fait des allers-retours assez fréquents. Donc voilà. Voilà pour les mouvements. Il peut y avoir deux
marchands sur la même ville, de messagers sur la même ville. Enfin, il n'y a aucune règle, aucune limitation du nombre de personnes qu'il peut y avoir sur une ville. Votre marchand et votre messager peuvent se croiser, il n'y a aucune interaction entre les deux, et on peut choisir vraiment dans quel ordre on joue. Donc on peut jouer le messager avant le marchand. Ça, par contre, ça peut être important. Allez, maintenant, on va parler des actions possibles dans chaque endroit du jeu. Donc là, il faut s'accrocher parce qu'il y a des actions possibles pour le marchand et des actions possibles pour le messager. Ils ont tous les deux pas les mêmes actions. Donc il va falloir vraiment s'accrocher pour savoir qu'est-ce que le marchand a le droit de faire. Globalement, c'est lui qui a le droit de faire beaucoup plus de choses. Et qu'est-ce que le messager a le droit de faire? Pas grand-chose. Lui, il a le droit d'apporter son message, c'est tout. Alors, on va parler d'abord du marchand, puisque c'est le rôle le plus important au début de la partie, en tout cas pour gagner le marchand permet de gagner de l'argent, et le messager permet de gagner des points de victoire. Globalement, c'est ça. Même si c'est pas totalement ça, mais c'est globalement ça. Dans une ville de manière qui n'a rien, qui n'a pas de ferme, une ville classique, banale. C'est l'action la plus fréquente. Dans une ville banale, un marchand peut acheter la denrée qui est placée ici. Donc là, il peut acheter du bois. Donc il achète du bois et il récupère du bois. Donc il l'achète et pour savoir dans quel prix il l'achète, on regarde l'écusson rouge. L'écusson rouge, il est là. Il est en dessous du 2 deniers, donc il va payer son bois 2 deniers. Il paye 2 deniers de son tas de deniers et il récupère un bois. Voilà. Et c'est tout bête, hein. C'est ça partout. Une fois qu'il a acheté l'écusson rouge, en fait, le marché va être modifié, va varier. C'est-à-dire que l'écusson rouge va passer au niveau 4 et va décaler tout le monde. Voilà. Bon, ça, c'est du classique hein, dans un jeu. Donc si on achète le denier sur une ville à blason rouge, ça recule le marché. D'où un peu d'interaction avec les autres joueurs, puisqu'on va regarder par rapport aux autres ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent, et essayer de leur faire payer plus ou essayer de passer avant eux pour nous payer moins. Et bien sûr, on va viser plutôt les blasons violets et bleus qui ne coûtent qu'un. Voilà, donc il peut acheter ça dans toutes les villes. Dans toutes les villes, c'est comme ça que ça marche. Ça dépend pas, le prix ne dépend pas de la qualité de la denrée achetée. C'est-à-dire que quand on paye du vin ou du bois, on paye la même chose. Enfin, on paye le prix du blason. C'est pas parce que c'est du vin qu'on paye plus cher. Par contre, il y a une limitation. Dans son jeu, on ne peut avoir qu'une seule ressource, blé, fromage, vin. On peut en avoir qu'un seul. On ne peut pas avoir un deuxième blé. Par contre, en bois, on n'est pas limité. En bois, on peut en avoir autant qu'on veut. Donc voilà pour le marchand dans les villes. Plus tard, quand il y aura une ferme, s'il y a une ferme, alors je vais prendre la ferme de quelqu'un d'autre, comme ça va être plus classique. Quand il y a une ferme, je paye avec un denier en moins. C'est-à-dire que tout à l'heure ça coûtait 2, s'il y a une ferme, ça me coûte plus que 1. Et c'est ça l'avantage d'une ferme. S'il y a un monastère, c'est la même chose. Ça ne coûte que 1. S'il y a un château, plus tard dans la partie, s'il y a un château, là on enlève 2 deniers, 2 au coup. Voilà, donc là, tout à l'heure ça me coûtait 2, donc là ça me coûte 0. Donc je ne paye rien du tout, je récupère directement le bois. Le prix ne peut jamais être négatif, on ne peut pas gagner de l'argent. Faut pas déconner. Si par exemple là j'ai acheté dans le château bleu, je ne gagne pas un denier parce que ça me coûte 1 moins 1, 1 moins 2 égale moins 1. Non, ça marche pas comme ça. Donc voilà. Alors ça sera toujours mieux d'acheter sur son propre territoire, mais pour l'instant j'explique comme ça, ce que j'explique, oui bon, tant qu'à faire. Si j'achète sur le territoire de quelqu'un, en fait ça a fait avancer son bateau. Que ce soit un monastère, une ferme ou un château. Si j'achète sur le territoire du rouge, ça fait avancer d'un cran le bateau du rouge. Voilà, comme ça c'est fait. Et si j'achète moi sur le mien, si là au lieu du rouge j'avais un château jaune, bah j'avancerai un cran le mien. Voilà.
ça rapporte des points de victoire à la fin de la partie, donc ça vaut le coup de faire avancer son bateau. Voilà pour comment ça fonctionne avec le marchand et dans les villes de manière générale. Ok ? Alors, maintenant, nous allons parler du cirque. Quand le marchand arrive au cirque. Alors, j'ai oublié les chevaux, là. Maintenant, je vais vous déplacer de manière n'importe laquelle. Sur le cirque, c'est la même chose que que quand il y a une ferme, le cirque fait que la denrée coûte 1 de moins. Alors, ça peut être compilé, c'est-à-dire que si le cirque est au même endroit qu'une ferme, ça fait -1, ça fait -2. C'est-à-dire que là, mon orange qui coûte 2, il me coûte plus que 0. Ça fait la même chose que tout à l'heure, hein, le jeton part à droite. Voilà pour le cirque. Le cirque remplace une ferme. Et il n'y a par contre pas de couleur par rapport au cirque. Le cirque n'a pas une couleur de joueur. Le cirque est global pour tout le monde. Autre chose qu'on peut faire dans une cité où il y a un cirque, c'est acheter un personnage. Un seul. Alors ça, c'est le rôle du marchand, mais aussi le rôle du messager. Le messager aussi, quand il s'arrête à un cirque, il peut acheter un personnage. Alors le personnage, c'est facile, c'est comme les bâtiments, on paye le prix qui est indiqué ici et on gagnera plus tard les points de victoire qui sont ici. Alors les prix, c'est assez classique et c'est ça qui définit les couleurs globalement des cartes. C'est les cartes jaunes coûtent 1, les cartes grises coûtent 2, les cartes vertes coûtent 3, les cartes rouges coûtent 5 et les cartes bleues coûtent 10. Et oui, les cartes bleues ici ne rapportent pas de l'argent mais en coûtent. De l'autre côté, ça coûte aussi normalement. Voilà. Alors, allez, tant qu'à faire, on parle des personnages. Les cartes blanches, jaunes, blanches, elles permettent d'améliorer un peu les ressources. C'est des histoires de ressources. Ça permet soit de payer d'en avoir plus ou de les vendre plus cher. Ça permet d'améliorer les ressources. Les cartes grises, ça permet d'améliorer les bâtiments. Nos actions, ça permet d'améliorer, alors je vais dire comme ça, les actions par rapport au bâtiment. Les cartes vertes permettent d'améliorer nos actions par rapport aux chevaux. Les cartes rouges par rapport aux messagers et les cartes bleues, c'est un peu des cartes qui correspondent à des points de victoire en fin de partie. C'est-à-dire qu'en fonction des messages qu'on a obtenus dans le jeu, ça permet de gagner plus ou moins des points de victoire. Donc ça, c'est des cartes qui permettent de gagner plusieurs points de victoire en fin de partie. Donc voilà pour les cartes. Donc quand j'arrive sur un cirque, j'ai le droit de payer d'acheter et de recruter, ça s'appelle recruter, un personnage par tour. C'est-à-dire que si mes deux personnages arrivent sur le cirque, je ne peux acheter qu'un seul personnage. Je ne peux pas acheter deux personnages, un pour le marchand, un pour le messager. Un seul. Donc voilà, un seul personnage par tour. Voilà pour le cirque. Le cirque ne va pas rester à UC. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, j'achète avec le orange et le orange va au bout de la ligne. Et en fait, au fur et à mesure, les gens vont acheter des bâtiments. Et à un moment donné, le cirque va se retrouver. Donc vous voyez, tout le monde achète. Hop, et à un moment donné, le cirque va arriver à cet emplacement ici. Alors, hop, je le montre plus proche. Et vous voyez un cirque dessiné là. Donc c'est le cirque face au cirque. Donc dans ces cas-là, la case du cirque passe de l'autre côté. Et en fait, le cirque va être maintenant sur l'écusson blanc. Pourquoi l'écusson blanc ? Parce que c'est celui qui est le plus à gauche. Tout simplement. Je sais, c'est bizarre comment c'est fait, mais bon, c'est comme ça. Du coup, c'est cet écusson qui devient l'emplacement du cirque. Et du coup, c'est le joueur actif. Le joueur qui est en train de jouer et qui a vendu... qui a fait évoluer le marché, c'est celui-là qui va décider dans quelle ville blanche va se trouver le cirque. Parce qu'il y a 3 choix pour les villes blanches. 1, 2, 3, donc il décide. Donc par exemple, si c'est jaune, il décide de se mettre où il veut. Donc par exemple là, ce qui m'arrange, puisque ça veut dire que je peux retourner au cirque au coup d'après. Donc voilà comment ça fonctionne pour le cirque. Alors toute la partie cirque dont j'ai parlé, donc cirque et personnage, dans la version simple, ça y est pas. Bon, et franchement, je vous conseille la version. Je conseille vraiment de commencer par la version avec les cartes personnages. Ça rajoute vraiment c'est vraiment beaucoup plus sympa à jouer.
Maintenant, on va parler des marchands quand ils arrivent à Nantes ou à Orléans, puisque les deux villes sont parallèles. Alors pour ça, vous avez, n'oubliez pas que vous avez des fiches qui vous permettent de résumer tout ce qu'on peut faire à Nantes et Orléans, puisqu'on peut y faire plein de choses. Alors première chose importante, c'est que si je viens avec mes 2 chevaux, je suis à Chambord et je viens sur Orléans, si j'ai mes 2 chevaux, je traverse Orléans et j'arrive à la ville d'après. Je continue mon trajet. Si je vais à Orléans, si je suis là et j'ai envie d'aller à Orléans, il faut que j'y aille à pied. Voilà, ça c'est important à dire. Il y a une carte action qui permet de s'arrêter justement à Orléans, directement avec tous ces chevaux. Donc là, je vais à Orléans et j'applique les faits d'Orléans. Première action que le marchand peut faire dans les villes comme Orléans et Nantes, c'est construire des bâtiments. Donc il y a 2 types de bâtiments à construire. Soit des bâtiments comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ceux-là, soit les bâtiments fermes, monastères et châteaux. Pour construire les bâtiments, alors c'est 2 principes différents. Pour construire ces bâtiments-là, c'est facile, il suffit de payer la somme qui est demandée. Donc c'est toujours 4, donc ça c'est assez facile. Et on le construit et on le garde, on le met, une fois qu'on l'a construit, on le met sur son plateau à soi et on l'utilise ensuite. Puis ensuite, on peut construire des fermes de ce type-là, monastères ou châteaux. Alors quoi qu'il arrive, avant de construire un monastère ou un château, il faut d'abord construire une ferme. Donc quand par exemple j'arrive à Orléans, je peux décider de construire un bâtiment, donc une ferme. Attention, on ne peut construire qu'un seul bâtiment par tour. Que ce soit un palais, parce que cela s'appelle des palais, ou que ce soit une construction ferme, château, monastère. Pour construire une ferme, c'est plutôt assez simple. Il faut payer 4 deniers et avoir un bois. Et ensuite, je place ma ferme où je veux sur le plateau. Où je veux. Vraiment, il n'y a pas de contrainte, sauf qu'il ne peut pas y avoir 2 fermes sur le même territoire, 2 fermes étrangères, ni 2 mêmes fermes. Mais sinon c'est où on veut sur le plateau. Pour construire un monastère, c'est à peu près le même principe. Il faut utiliser pas un bois, mais 2 bois. Il faut 2 bois, payer 4 deniers, et le monastère prend la place de la ferme. Voilà. Un monastère remplace une ferme. Pour construire un château, il faut déjà, donc, comme pour le monastère, avoir déjà une ferme positionnée, et payer 6 deniers et payer un bois et 6 deniers, donc qui coûte plus cher le château. Et dans ce cas-là, on rajoute une tour à sa ferme. Voilà. Et la tour, on ne peut pas la perdre. Notre château est installé. Voilà. Il y a une règle de construction pour ce type de bâtiment. C'est que on ne peut pas avoir un delta supérieur à 1 entre la face sud et la face nord. Et je vais être plus précis. Enfin, du coup, je vais donner un exemple. Si je construis un bâtiment ici, mon deuxième bâtiment sera absolument de l'autre côté, puisque sinon, il y a une différence de 2 entre les deux. Donc, si je construis ici, le prochain sera ici, et après, je choisis entre le nord et le sud. Donc, par exemple, je peux construire ici, puis ensuite ici, puis encore ici, au nord, puis après au sud. Mais il ne faut pas qu'il y ait une différence de plus de 2 entre les deux, sauf avec une carte de personnage qui permet de faire ça. Voilà pour les constructions. Elles ne rapportent pas de points de victoire immédiat pour celles-ci, pour les fermes, monastères et châteaux, alors que ces constructions-là rapportent 2 points immédiats. Donc ces points-là sont valables. Voilà pour construire des bâtiments. Donc je répète, il n'y a que le marchand qui peut construire des bâtiments, et il ne peut les construire que dans les villes Nantes et Orléans. Le messager ne peut pas construire de bâtiment. Et le marchand ne peut construire qu'un seul bâtiment par tour. C'est important, car je pense que c'est une règle qu'on a oubliée et qu'on a mal fait dans notre partie. Voilà pour le marchand, pour l'achat des bâtiments, mais le marchand peut faire d'autres choses dans les villes. En plus que de gagner de l'argent, il peut aussi faire avancer le bateau. Alors faire avancer le bateau, c'est on avance de 1 case pour 6 deniers, donc on paye 6 deniers et on avance d'une case, ou 2 cases pour 10 deniers. Par contre, on ne peut pas
compilé. C'est-à-dire on ne peut pas payer 10 plus 6 pour avancer de 3 cases. C'est soit une, soit deux. On ne peut pas avancer de plus. Voilà, donc ça c'est une des choses qu'on peut faire dans les villes. Et dans les villes, on peut aussi... c'est tout. Pour le marchand, c'est tout. Autre chose pour la ville, le marchand, quand il quitte la ville, il est obligé d'avoir entre 5 et 10 deniers. C'est pour ça que vous avez les symboles ici 5 à 10. C'est pour le marchand. Le marchand, quand il stationne en ville et quand il doit quitter la ville, il ne peut pas quitter la ville s'il n'a pas entre 5 et 10 deniers. 5 inclus, 10 inclus. C'est-à-dire que s'il a 11 deniers, il ne peut pas quitter la ville. Il est obligé de se défausser de l'argent. S'il a 4 deniers, il ne peut pas quitter la ville. Il est obligé d'attendre de passer son tour pour avoir un denier supplémentaire. Alors ça, j'expliquerai ça en fin de partie, mais c'est une règle... Je préfère la dire une première fois et la répéter en fin de partie. Puisque c'est plutôt une règle de fin d'explication plutôt. Voilà pour le marchand. Tout ce que j'ai raconté depuis le début, tout ce que fait le marchand, c'est réexpliqué ici. D'accord ? À chaque fois, il y a marchand peut faire. Donc ça, faut relire et ça fonctionne plutôt pas mal. C'est pas compliqué. Donc voilà. Donc le marchand, c'est tout ce qui est marchandises et bâtiments. Et donc du coup les personnages avec le cirque. Le messager. Le messager, il n'a pas du tout la même utilité que le marchand. C'est-à-dire que le messager ne va pas pouvoir acheter du bois, du fromage ou du blé. C'est pas du tout le rôle du messager. Le messager, il va acheter des messages qu'il va devoir transmettre aux villes. Déjà, première chose, où est-ce que le messager achète des messages ? Le messager achète des messages soit à Nantes, soit à Orléans, soit dans les villes où il a une possession. C'est-à-dire que le messager, quand il arrive, par exemple, si moi j'ai ma ferme à Montsoreau, le messager qui arrive à Montsoreau peut acheter un message. Il achète un message et après il doit aller le livrer. On ne peut pas acheter de message sur un territoire adverse. Ce n'est que sur son territoire. D'où l'intérêt parfois d'avoir plusieurs fermes. Ça peut être une stratégie, la stratégie messager. Les messages sont de niveau 1, 2 ou 3 pour la plupart, et il y a les niveaux 4 aussi qui sont un peu différents. Alors les 1, 2 et 3, d'abord on commence avec donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on commence avec un 1, 2, 1. Ils sont un peu différents. Alors, regardez les différences. C'est pas très compliqué à comprendre ça. Alors, nous avons un message de niveau 1, il y a juste le nom d'une ville. C'est-à-dire que le messager doit rejoindre le nom de la ville, Cheverny, et quand il atteint Cheverny, il dit, bah voilà, je suis arrivé à Cheverny, il faut qu'il s'arrête. Il faut pas qu'il passe, il faut qu'il s'arrête à Cheverny. Il dit, je suis arrivé à Cheverny, j'ai gagné mon objectif. Voilà. Donc j'ai délivré mon message Cheverny, je gagne les 2 points de victoire. Donc ça, c'est le truc simple de niveau 1. Il y a tous les noms de villes qui sont là-dedans, sauf Nantes et Orléans, il y a tous les noms de villes, il y a toutes les villes là-dedans. Donc voilà. Il dépose des messages. Pour un message de niveau 2, en fait, vous avez 2 blasons. Et donc du coup, le messager va devoir déposer un message dans l'ordre qu'il veut, il n'y a pas d'ordre, sur une ville verte, puis après sur une ville noire. Et c'est là où vont être utilisés les petits cubes qui sont ici. Mais avant tout ça, je dois expliquer les petits cubes. Alors pour pouvoir délivrer un message de niveau 2, il faut absolument avoir acheté avant la carte rouge suivante, l'apprenti, qui dit, on peut livrer un message de niveau 2. Voilà, donc il faut absolument avoir un apprenti. Donc si un joueur recrute un apprenti, il prend le cube en question, il le prend, donc il prend le cube et la carte, ça veut dire qu'il a le droit de délivrer un message. Donc imaginons là c'est vert et noir, si mon messager passe sur du vert ici, il dépose un premier message, donc on laisse le petit cube ici, puis après il fait le tour comme il veut pour aller après chercher le noir. Donc voilà. C'est ça un message de niveau 2. Et un message de niveau 3, c'est la même chose, sauf qu'il y a 3 régions à aller chercher. Donc pour avoir un message de niveau 3,
il faut aller chercher l'aide qui permet de livrer un message du niveau 3, hein, c'est écrit dessus, et on récupère le deuxième petit cube, donc on pose un premier petit cube sur une des 3 couleurs, donc par exemple pour le blanc, ensuite il y a le deuxième petit cube sur le orange, et après le troisième petit cube sur le vert. Bien évidemment, on ne les montre pas aux autres, les messages, donc voilà, donc ils sont cachés, et plus les messages sont gros, et plus ils rapportent 2 points. Là par exemple celui-là il rapporte 7 points, alors que celui-là il rapporte 6 points. Voilà. Et 7 points c'est très bas pour un niveau 3. Enfin c'est bas, c'est pas très haut. Donc ça peut monter jusqu'à 9. Donc voilà, pour les messages, donc il doit déposer les messages, donc il circule sur les chemins pour déposer les messages. Voilà ce que peut faire le messager. Il peut aussi, quand il arrive dans les villes, il peut avoir le rôle non, il peut juste acheter un parchemin. Un parchemin, c'est tout. Un messager ne peut acheter qu'un seul message. Il ne peut pas en acheter 2, il n'en achète qu'un seul. Sauf dans un château. Si vous avez un château, et que votre messager arrive au château, dans ce cas-là, il peut acheter 2 messages. C'est l'avantage du château. Le messager ne peut avoir que 2 messages avec lui. Dans sa sacoche de facteur, il ne peut avoir que 2 messages. Il ne peut pas avoir 3 messages, sauf carte personnage. Vous voyez, les cartes personnages permettent d'améliorer le rôle de tout le monde. Donc voilà pour le messager. Il me semble que je n'oublie rien. Le messager peut aussi recruter un personnage au cirque. D'accord, c'est le messager ou le marchand. Donc voilà, le messager transporte des messages et il faut qu'il ait des messages à transporter puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, le messager bouge tout le temps. Je rappelle qu'à son tour de jeu, le joueur actif bouge à la fois son marchand, à la fois son messager, dans l'ordre qu'il veut. Donc ça veut dire que ça peut être important pour les chevaux. Alors attention, les chevaux, imaginons, j'arrive, alors prenons un cas... j'ai 2 choses à raconter sur les chevaux. Donc hop, prenons ce cas. Alors mon messager, il est là, il est en train d'aller par là, mon marchand est là, il va par là. Ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est ça. Je ne peux pas faire ça, lâcher mon cheval pour... Non, imaginons que j'étais là. Je suis là, je suis sans cheval. Je suis là. Et ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est bouger avec le cheval, laisser le cheval à son marchand, et le marchand utilise le cheval. Ça, on n'a pas le droit de faire, parce qu'un cheval qui vient de marcher, il ne peut pas remarcher de l'autre côté. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, dans ce cas-là, ce qui était possible de faire, c'est lui, il avance, et le marchand, il prend un cheval, et il avance. Alors attention, on ne peut pas passer de 0 à 2 chevaux. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas augmenter son attelage de 2 chevaux d'un coup. On est obligé de passer on peut en prendre un, on avance, puis après on peut prendre le deuxième. Et dans ce cas-là, j'avance de 3. Mais on ne peut pas en prendre 2 d'un coup. Voilà. C'est ce genre de petites règles qui sont dans le jeu. En fait, c'est le genre de petites règles, mais quand vous allez lire les cartes personnages, vous allez voir que très rapidement, en fait, il y a des personnages qui permettent de faire des choses. Par exemple, ça. Il y a un personnage qui permet de prendre deux chevaux d'un coup. Donc quand vous allez lire la carte personnage, vous allez dire, ah bah oui, s'il y a la carte personnage, c'est qu'on n'a pas le droit de manière générale. C'est un peu pareil pour toutes les règles, du genre, on a le droit de garder qu'une seule ressource, alors que le bois, on a le droit de garder toutes les ressources. Voilà, c'est ce genre de règles. Ah, d'ailleurs, en parlant des ressources, on a le droit d'en payer qu'une seule par tour. Sauf pour la carte bûcheron, où on peut prendre plusieurs bois. Voilà. Il y a des choses comme ça. Voilà. Et il y a une chose que j'ai pas du tout expliquée, c'est le monastère. Voilà. Donc on va passer au monastère maintenant. Parce que le monastère, tout à l'heure, on a construit le monastère, on a appris comment construire un monastère. Donc quand le marchand était à Nantes ou à Orléans. Mais quand on a un monastère, que se passe-t-il quand on va sur un monastère? Parce qu'il y a des choses en plus. Alors, quand on va dans un monastère, quand le marchand va sur un monastère, il peut acheter de la bière. Ça marche exactement pareil que le reste. C'est-à-dire que là, la bière, il la paye le prix du rouge, c'est-à-dire 2, et il va récupérer une bière. Voilà, tout simplement. C'est très simple.
L'utilisation du monastère, c'est très simple, mais au lieu d'acheter du bois pour 2, j'achète de la bière qui rapporte beaucoup plus d'argent à la fin. Alors attention, la bière, il n'y en a que 2, il n'y a que 2 cartes et les ressources sont limitées. S'il y a 2 autres marchands qui ont de la bière, nous on n'a pas le droit de la prendre. Et autre chose avec le monastère, quand le messager va au monastère, et à ce moment-là, il va pouvoir acheter un message d'abbaye. Un message d'abbaye, c'est des messages de niveau 4. Les messages de niveau 4, ils coûtent cher, il faut payer 4, donc c'est cher. C'est ceux-là, de niveau 4, et on ne peut les acheter qu'au niveau d'un monastère. Voilà. Donc, ils sont très simples, puisque c'est des messages qui ont comme nom Nantes ou Orléans. Il y a des Nantes et il y a des Orléans. Donc il y en a 8 au total, 4 Nantes et 4 Orléans. Le but c'est on va récupérer un message qui va nous dire de le déposer à Nantes ou à Orléans. Donc ça, c'est assez facile à faire et ça rapporte beaucoup de points. Chaque message de monastère rapporte 8 points, qui sont tous identiques. Donc voilà. Bien sûr, il faut que le messager s'arrête à Nantes. Il ne faut pas qu'il traverse Nantes. Voilà. Maintenant, je vais essayer de lancer quelques règles, de balancer quelques règles que j'aurais peut-être oublié pendant l'explication. Le messager, quand il arrive à Nantes ou à Orléans, il ne peut pas il n'a pas de limite, je répète, il n'a pas de limite entre 5 et 10 comme pour le marchand. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous avais dit que le marchand ne pouvait pas sortir de Nantes ou d'Orléans s'il n'était pas entre 5 et 10. Denier, le messager lui il s'en moque. Par contre, quand le marchand est bloqué dans une ville, le messager ne peut pas bouger non plus. Ça bloque tout le jeu en fait, ça bloque tout le joueur. Donc, quand un joueur débute un tour et doit partir de Nantes ou Orléans, sachant qu'on n'a pas le droit de faire du surplace, normalement, il n'y a pas l'option de faire du surplace. On peut pas s'arrêter volontairement une journée de plus à Nantes ou Orléans. C'est imposé et on peut pas, par exemple, acheter un deuxième bâtiment. On pourrait vouloir acheter un deuxième bâtiment, mais ça, c'est pas possible. Donc le messager, quand il arrive sur Nantes ou Orléans, lui il n'a pas de limite et il peut partir quand il veut. Par contre, quand le marchand est bloqué, eh bien ça bloque tout. Donc le marchand il a 2 choix, soit il défausse l'argent qu'il a en plus, donc ça c'est assez simple à faire. Soit l'autre chose qu'il peut faire, c'est quand il n'a pas assez d'argent, quand il a moins de 5, il peut passer un tour, donc ça passe un tour pour tout le monde, et il gagne un denier par tour perdu. Donc inutile de vous dire que ça fait quand même, c'est une grosse perte. Perdre un tour, c'est quand même assez important. Voilà pour ça. Je vais faire quelques descriptions de cartes, notamment les bleus. Les cartes bleues, puisque celle-là, celle-là, c'est assez simple, il suffit de dire. Les cartes bleues et les 2 cartes, j'avais expliqué celles-là, les 2 autres cartes, qui sont des cartes assez importantes, donc il faut retenir. Donc voilà, lui il peut piocher, il peut porter 4 messages de 2, je vous avais dit, c'était limité à 2, donc lui il peut en porter 4 messages, donc c'est pour les messagers. Et le banquier, il peut sortir de Nantes ou Orléans avec 15 deniers, au moins 15 deniers, jusqu'à maximum 15 deniers, donc ça permet de sortir de Nantes et Orléans un peu plus riche que de base. Et enfin, nous avons ces cartes-là, qui sont des cartes bonus. Alors, quand on en lit une, on les connaît toutes. Donc, à la fin du jeu, pour chaque message, alors on s'en moque du nom latin, pour chaque message masque, gagne 2 points de victoire en plus. Et il y a ça, c'est décliné avec toutes les sortes de messages. Pourquoi? Ça veut dire quoi tout ça? Regardez dans les messages, vous avez ici des petits symboles. Ces petits symboles, ça correspond, voilà, il y a le symbole masque, le symbole épée, le symbole parchemin. Voilà. Donc, en fonction du type de message que vous allez avoir, vous allez pouvoir avoir une carte qui va valoir à la fin plein de points. Donc, il y a des cartes actions, des cartes personnages, excusez-moi, qui permettent de choisir dans le tas des messages, de choisir celui que vous voulez. Donc du coup, vous allez pouvoir choisir celui avec le bon symbole.
Donc vous voyez, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que ça améliore largement le jeu, les cartes personnages. Donc lisez bien les cartes personnages, de toute façon, j'ai pas autre chose à dire que lisez-les bien. Voilà pour la lore. Maintenant les conditions de fin de jeu. Le jeu se termine. Ouais. Alors le jeu se termine, ça dépend du nombre de joueurs. Il y a deux conditions de fin. C'est soit il y a un joueur dont le bateau est arrivé au bon endroit. Donc dans ce cas-là, tout le monde rejoue sauf le joueur actif. Soit il y a un joueur qui vient de réussir à faire un nombre précis de messages, qui vient de délivrer un nombre de messages. Donc à 4 joueurs, c'est aller jusque là et délivrer 8 messages. À 3 joueurs, c'est aller jusque là et délivrer 10 messages. Et à 2 joueurs, c'est aller jusque là et délivrer 12 messages. Voilà, donc c'est en fonction, c'est marqué sur la règle, de toute façon si vous voulez savoir. C'est en fonction du nombre de joueurs, les conditions de victoire changent. Dans ce cas-là, tout le monde rejoue, sauf celui qui a terminé la partie. Qui a fait terminer la partie. Alors je vérifie un peu ça. Une seconde. Voilà, j'ai coupé pour vérifier ce que je racontais, c'était bien ça. Alors, juste, je viens de lire rapidement un morceau de règle. On ne peut pas commencer. Alors, c'est par rapport au messager, à la délivrance de message. Un messager ne peut pas livrer en même temps le message de niveau 2 et de niveau 3. Il peut les avoir sur lui, il n'y a pas de problème, il peut tout avoir sur lui. Mais par contre, il ne peut pas livrer un message, commencer par exemple à mettre sur le noir et en même temps commencer à mettre sur le orange. C'est soit il fait celui-là et il le fait entièrement, soit il fait celui-là et il le fait entièrement. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est faire le premier message. Par exemple, il l'a mis sur le noir et après il passe sur le vert et sur le vert il termine celui-là et il peut commencer l'autre. Oui, il peut commencer celui-là. Et il peut enchaîner les uns directement, par contre il peut pas mélanger les messages puisqu'il a que 2 petits cubes. Voilà, donc ça c'est un petit détail, mais ça a son importance. Je répète tous les points de victoire qui sont gagnés à la fin de la partie. Il y a une chose que j'ai pas dit encore dans ces points de victoire gagnés. Alors les points de victoire. Nous gagnons 1 point par trajet par longueur effectuée sur la Loire. On compte les petits points, quoi. C'est 1 point par longueur, donc ça peut aller jusqu'à 15 à 4 joueurs. Ensuite, on gagne les points de victoire qu'on a obtenus avec nos bâtiments, nos palais. Les bâtiments qui sont sur le plan ne font gagner aucun point de victoire. Ensuite, on gagne des points de victoire, bien sûr, avec les messages. C'est la plus grande manne de points de victoire de la partie. On gagne des points de victoire avec les messages, les personnages. Les personnages font gagner des points de victoire, donc voilà. On gagne des points de victoire aussi avec les personnages bleus. Les personnages bleus, je les ai mis là. Les personnages bleus font gagner des points de victoire en fonction des messages qu'on a. Et on gagne aussi 1 point de victoire pour tous les messages non délivrés. Si on a des messages qui n'ont pas encore été délivrés, on peut gagner 1 point de victoire par message non délivré. C'est pas génial, mais bon, en fin de partie, on peut toujours acheter si on est à la dernière manche, on peut acheter 1 point de victoire en plus. C'est pas grand chose, mais voilà, ça fait quelque chose. Donc voilà, il me semble avoir tout dit. Si j'ai pas dit tout, je reprends, mais je pense avoir tout dit. Voilà pour la Loire, donc vous voyez que c'est une règle assez dense. Le jeu est assez fluide. Alors non, c'est pas fluide parce que c'est pas ergonomique. Donc on est toujours en train de regarder. C'est un problème d'ergonomie, mais je pense qu'ils pouvaient pas faire autrement. Parce que vous allez voir, vous allez vous tromper entre est-ce qu'il est là, est-ce qu'il va par là, est-ce qu'il va par là. Donc là-dessus, c'est pas très fluide. On se perd un peu, il y a beaucoup de jetons sur le terrain, il y a des chevaux partout, il y a des maisons, enfin il y en a partout. C'est pas très très beau, hein. Ça c'est un messager, ça ressemble pas trop à un message. Les bateaux c'est des cylindres. Mais une fois qu'on comprend un peu comment ça fonctionne, c'est assez fluide, ça marche bien. C'est un peu long parce qu'on fait des allers-retours, mais on est bien pris dans le jeu quand même parce qu'on a sa stratégie et
on se prépare à faire le jeu, donc ça nous a plu alors qu'on a mis beaucoup de temps à jouer à ce jeu qui a été acheté très peu cher sur internet. Donc voilà, on est content de ce jeu et on a envie d'y rejouer. Voilà pour la Loire.